Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, on a un sujet qui est passionnant aujourd'hui, nouvelles technologies, productivité et confort pour nos salariés. Alors, c'est Orlan qui m'a soufflé le titre. Donc, maintenant, il faut que je me débrouille avec ça. Comme Orlan l'a proposé, on va essayer d'être dans l'interaction. Comment vous expliquer la chose? Donc, moi, je suis Manuel, mon désir, je vais me présenter un petit peu après, mais ce qui est très important de savoir, c'est que quand je suis rentré en Martinique et que j'ai créé ma structure, je voulais être solopreneur, c'est-à-dire entrepreneur tout seul, ne pas m'embêter de recrutement, de ressources humaines. On m'avait dit, attention, le jour où tu as des salariés, c'est catastrophique, reste seul. Et donc, j'étais parti pour être solopreneur. Au bout de quelques années d'entrepreneuriat, je me retrouve le dos coincé dans mon lit. Et là, je comprends qu'en fait, j'ai abîmé l'appareil de production, c'est-à-dire moi-même. Et deuxièmement, l'entreprise ne tourne pas puisque l'appareil de production est dans son lit. Donc là, je commence à me dire que potentiellement, il faut revoir la copie. Et je me dis qu'on va recruter. Et on, c'est moi, c'est Manuel. Quelques années après, il y a vraiment des choses qui me marquent. C'est que finalement, cette expérience de recrutement, de monter une équipe, aujourd'hui on est 5 personnes, c'est une super aventure. Alors moi je ne suis pas responsable RH, je n'y connais rien, c'est pour ça qu'on va échanger aujourd'hui avec, en tout cas moi je vais échanger avec beaucoup d'humilité, mais je vois du coup l'entreprise comme une formidable aventure humaine. Moi, cette équipe que j'ai, c'est vraiment ma fierté, et j'essaye au quotidien, en prenant aussi des conseils de RH, d'essayer de bâtir une entreprise où on arrive à concilier performance et bien-être. Et donc j'ai fait des expérimentations que je vais partager aujourd'hui avec vous. Je suis un petit peu un savant fou, et ce qui va être intéressant, c'est d'échanger pour que vous me disiez aussi ce que vous en pensez et me proposer aussi des idées et votre opinion. Alors très rapidement, qui je suis? Moi je suis Manuel Mondésir, pur produit du Robert, Robert Spédité. J'ai fait HEC, j'ai fait des écoles chez Orange. J'ai vu qu'Orange n'est pas là, mais il y a des confrères ce soir. À Paris, en Afrique, au Brésil. Je suis certifié Google sur les solutions collaboratives. Et puis, donc, j'ai fondé Aritech, qui est un centre de formation dans le marketing digital et dans la création d'entreprises, productivité et performance, donc en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et France hexagonale. Alors, nouvelle technologie, productivité et confort pour nos salariés. Comme j'étais un petit peu inquiet de ce que j'allais vous raconter, puisque Orlan m'a fait un beau cadeau pour cette présentation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai échangé pendant 3 semaines avec des personnes sur LinkedIn, avec des personnes qui sont dans les RH, pour savoir si mon approche fonctionnait. Voilà, avec des RH, des collaborateurs, sur le sujet comment les nouvelles technologies peuvent nous aider, peuvent aider les collaborateurs à mieux s'en sortir. Et donc certaines personnes dans la salle m'ont fait des retours. Merci beaucoup. Et c'était hyper intéressant. J'ai eu des personnes qui m'ont dit c'est super chouette, je vais pouvoir l'utiliser pour moi en tant que RH, ou moi en tant que collaborateur. Et sur les 185 personnes qui m'ont répondu, il y a certaines personnes qui ont eu la franchise de me dire ça ne marche pas. Voilà. Tout ce que tu m'as proposé, c'est intéressant, c'est passionnant, mais ça ne marche pas en entreprise. Et j'étais un peu embêté, parce que, premièrement, je n'aime pas l'échec. Et deuxièmement, j'ai l'impression que ça semble marcher chez Aritech. Donc j'ai passé, du coup, la dernière semaine en introspection, en me demandant potentiellement qu'est-ce que j'ai fait en termes d'expérimentation, et potentiellement qu'est-ce que j'ai trouvé. Et aujourd'hui, humblement, je vais vous partager le fruit de mes recherches, et c'est pour ça que je suis très impatient aussi qu'on puisse discuter, échanger et être en interaction, pour que vous me disiez finalement si ça ne marche pas, ou si peut-être il faudrait essayer, et si vous avez d'autres idées à expérimenter. Alors, merci beaucoup, parce que vous m'avez aidé à faire ma présentation, et grâce à vous, j'ai finalement trouvé 3 sources majeures d'inconfort chez les collaborateurs. Donc j'ai réuni tout ça, tout ce paquet de réponses que j'ai eues, et j'ai réussi à les ranger dans 3 sources majeures. Alors, petit disclaimer, il y a une 4e source, mais je ne peux pas la révéler là, sinon toute ma présentation tombe à plat.
Alors la première source, et je pense que vous allez peut-être partager, ça va être la surcharge d'informations, notamment au quotidien, les emails, je vous vois sourire, et les emails avec des jointes. Voilà, donc, globalement, j'ai eu énormément de gens qui m'ont dit que c'est ce qui les embête au quotidien. La deuxième source d'inconfort, c'est les réunions et les réunions non productives. Beaucoup de gens ont l'impression de passer tout leur temps en réunion et finalement il reste peu de temps pour produire. Je vois des sourires. Et la troisième source, c'est la gestion inefficace de son temps, la gestion inefficace de ses tâches. C'est le fait que finalement, au bout de la journée, on est souvent insatisfait, on est souvent frustré parce qu'on s'était donné une ambition, on était parti, on était arrivé au boulot avec beaucoup de fierté, beaucoup d'ambition, en se disant bon, aujourd'hui je plie ce dossier, puis finalement on se rend compte qu'on n'a même pas ouvert le dossier en question. Voilà. Dans mon approche, du coup, ce que j'ai essayé de voir, c'est ce qui est à la portée de chacun. Une approche individuelle qui permettrait finalement d'aller essayer de gagner en productivité, en confort sur les points que j'ai évoqués. Alors, pour la surcharge d'informations, moi, il y a quelque chose que j'ai mis en place et souvent on a peur de le faire. Et pourtant, pour moi, ça crée énormément de charge mentale, c'est le fait de se désinscrire aux newsletters. Vous savez, ces fameuses newsletters, on se dit, wow, ce contenu est passionnant. Et on s'inscrit à une, à deux, à trois. Et en fait, potentiellement pour moi, je ne sais pas si je vais vous partager, ça crée de la charge parce que vous n'avez jamais le temps de consulter ces contenus, qui sont pourtant passionnants. Mais ça fait 1 mail, 2 mails, 3 mails, 4 mails en plus, sur une réforme des RH, une réforme de la finance, etc. Et moi, à titre personnel, et c'est ce que j'invite à faire à mes équipes, c'est finalement de se désinscrire des newsletters. Si au bout de 2 emails de cette newsletter, ils ne reçoivent pas, enfin, ils n'ont pas le temps de le consulter, de se désinscrire, il sera toujours temps de se réinscrire à un moment. Donc ça, c'est très important et je n'hésite pas également à bloquer ou à mettre en spam finalement toutes les personnes qui vont m'écrire sans petit lien de désinscription. Là, je suis assez cash sur ça. Quelque chose qui m'a aidé aussi, parce qu'on a une certaine addiction qui se crée, c'est le fait de m'imposer, moi à titre personnel, de ne regarder ma boîte mail que 3 ou 4 fois par jour. Et j'essaye aussi d'inviter les autres membres de l'équipe à le faire. Alors moi, ce que je fais, c'est que, alors, c'est pas forcément bien, je ne sais pas si vous le faites, mais très tôt le matin, je consulte mes mails. L'idée, c'est qu'en tant que manager, j'essaye de voir potentiellement s'il y a des mails où les personnes de mon équipe sont bloquées et où je vais pouvoir débloquer. Voilà. Et puis après, je vais commencer ma journée, je vais vous présenter tout à l'heure cette journée. Et puis je vais essayer de consulter les mails encore à midi et encore à 18h. L'objectif, souvent inatteignable, mais pourtant qui peut être intéressant, c'est d'essayer d'épuiser sa boîte mail, de ne plus avoir de mail à la fin de la journée. Comment on fait ça? Moi, j'ai constaté qu'il y a finalement 2 types de mails, ou même 3. Il y a les mails qu'on reçoit où il n'y a pas d'urgence. Et moi, il y a une fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est la fonctionnalité où on peut, c'est le snooze, le fait de reporter le mail au bon moment. Comme ça, je libère ma charge mentale et ce mail ne reste pas dans ma boîte de réception, il va simplement réapparaître. Vous connaissez, alors, je ne sais pas s'il y a des utilisateurs de Gmail, et voilà, ça, vous allez utiliser la fonctionnalité, par exemple, si je ne veux pas avoir ça, je vais faire Shift B, ou mettre en attente, et puis je vais pouvoir dire que je veux voir ça demain. Voilà. Alors, le piège de ça, c'est que demain, le mail sera là. Donc la bonne stratégie, c'est de vraiment, pour moi, essayer de mettre ce mail à la date précise. La deuxième chose que je constate, c'est souvent qu'on a des mails auxquels on peut répondre très rapidement. D'accord ? Moi, j'essaye de répondre à ces mails rapidement en apportant une information claire et précise. On va y revenir tout à l'heure. Et puis, il y a un certain nombre de mails, en fait, qui ne sont pas des mails. Et ces mails, en fait, ce sont des tâches ou des projets.
Et moi, j'essaie de libérer ma boîte de réception en enlevant ces mails, en les marquant comme lus, mais en créant une tâche de l'autre côté, un outil de gestion de tâches. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup parce qu'au final, ma tâche, elle a une durée, elle est prévue dans mon agenda et elle ne vient pas encombrer mon mail. Voilà. Des réactions déjà? Ça va. Okay. Est-ce qu'on peut faire de remettre un mail au lendemain sur un coup, c'est ça? Oh, bah, bien sûr. Ouais. Tout ce que je montre. Alors, j'ai un défaut, c'est que j'aime beaucoup les produits Google, donc je vais vous montrer que des choses. Mais aujourd'hui, Microsoft, qui était très mauvais, a fait de grands progrès. Donc, tout ce que je montre aujourd'hui fonctionne sur Microsoft. Donc, le fait notamment, effectivement, de renvoyer un mail à un autre moment. Il y a le fait d'utiliser des filtres. Alors là, on est un peu plus avancé, mais moi, je pense que environ 30 à 40%, peut-être même 50% des mails par jour, je ne les vois pas, parce que je me suis rendu compte que c'était des mails que je pouvais automatiser, par exemple les mettre en lu. Quand c'est toujours une facture que je reçois, je pense que ce prestataire ne va jamais me bouger, je n'ai pas forcément besoin de voir la facture, je la marque en lu et je la classe automatiquement. Un mail que je vais transférer automatiquement à un collaborateur. Donc j'avoue que moi j'ai mis vraiment ça en place. Alors ça demande un petit peu plus de technicité, et oui, on peut le faire sur Outlook. Et voilà, je vais vous montrer ici quand je vais dans mes paramètres. Voilà, dans filtre. Voilà, vous voyez tous mes filtres ici. Donc c'est tout ce qui se passe en tâche de fond. Voilà. Donc globalement, la question que je me pose à chaque fois, c'est est-ce que j'ai besoin de voir ce mail ou pas? Okay. Ah oui, un point qui est important aussi, moi qui m'aide, c'est le fait d'organiser ma boîte de réception. Je n'aime pas voir les mails lus, parce que pour moi, ça fait de la charge mentale. Donc, ici, vous voyez, j'ai une organisation en mail non lu et en mail lu. Voilà, donc, si je fais par exemple une mise à jour de ma boîte de réception, ici on va voir que je suis cool. Alors effectivement, ici il y a un certain nombre de messages, dans autres messages, et là il me reste un mail à traiter. Voilà. Donc moi cette approche aussi d'organisation de ma boîte de réception, ça m'aide beaucoup. Voilà. Petite chose que je vous partage aussi, c'est les outils de génération de texte. Alors c'est un petit peu un mode geek. Retenez le mot qui s'appelle Magical, M-A-G-I-C-A-L. Et moi c'est un outil, c'est une extension, si vous tapez dans Chrome ou Safari, extension Magical, M-A-G-I-C-A-L. Ça fonctionne dans Gmail, mais ça fonctionne partout, donc ça fonctionne dans Outlook. Ça vous permet en fait de générer des blocs de texte à partir d'un raccourci. Alors là vous n'avez rien compris. Donc, je vais vous montrer ce que ça veut dire. Imaginons que je souhaite créer un email, voilà, et je vais proposer à une personne de prendre rendez-vous avec moi. Donc, en utilisant Magical, moi j'ai utilisé un raccourci qui dit que quand je fais point d'exclamation 30, ça écrit une phrase pour donner rendez-vous, pour donner mes créneaux de disponibilité. Okay. Donc, j'essaie de le faire en live. Voilà, hop. Voici les dispos. Alors, la magie de la chose, c'est qu'en plus, comme la personne peut prendre rendez-vous avec moi, elle m'avait demandé quand est-ce que j'étais disponible. Alors, j'ai pu lui écrire une phrase en 2 minutes, et en plus, elle accède à mon calendrier où elle peut prendre rendez-vous avec moi. Voilà. Donc, vous avez plusieurs solutions qui vous permettent d'ouvrir votre calendrier. Alors, aujourd'hui, nativement, chez Microsoft, ça existe. Bravo. Et chez Google depuis longtemps. Et puis vous avez des outils qui s'appellent Calendly. Je ne sais pas si vous connaissez Calendly. Je vous présente. Alors C-A-L-E-L-D-L-Y. Et Calendly, en fait, ça vous permet effectivement d'envoyer un lien à quelqu'un où vous n'allez proposer que les créneaux qui vous conviennent. Par exemple, quand les gens veulent prendre rendez-vous avec moi, ils me disent, mais mon Dieu, tu as une vie de fou. Puisque la prochaine fois que je peux prendre rendez-vous avec toi, c'est dans 1 semaine. En fait, la vérité, c'est que j'ouvre mon créneau que de 14h à 15h, le lundi et le mardi. Forcément, ça se remplit assez vite. Voilà.
Ça va? Ok, magnifique. Alors, pour les réunions non productives, il n'y a pas vraiment de solution technologique. En tout cas, la première, c'est finalement de ne pas y aller. Donc, alors moi, ce que j'essaie de demander, c'est toujours d'avoir un agenda. Qu'est-ce qui va se passer dans la réunion? Aujourd'hui, chez Outlook et chez Google, vous avez la possibilité déjà d'avoir un agenda détaillé dans la réunion, avec même des documents que vous allez mettre à disposition pour permettre aux gens d'en prendre connaissance. Le deuxième point qui pour moi est crucial, c'est finalement, au sortir de la réunion, il y a un compte rendu qui permette à ceux qui n'étaient pas présents, mais aussi à ceux qui étaient présents, de savoir où est-ce qu'on en est. Alors c'est là que c'est intéressant, c'est que technologiquement, vous avez entendu parler peut-être de Microsoft Copilot, ou en français Copilote, et il va falloir faire l'arbitrage en termes de coûts, puisque Copilot, ça va avoir pour le moment un coût de 30 € par utilisateur. Ça veut dire que si vous avez 50 salariés, il faudra payer 50 ou 30, en plus des abonnements que vous aviez pour Microsoft 365 ou Google Workspace. Mais là où c'est intéressant, c'est par exemple pour les réunions. Vous aurez la possibilité, par exemple, de dire que vous voulez que Copilot assiste à la réunion. Et après la réunion, vous aurez le transcript, donc la transcription intégrale de la réunion. Et vous aurez aussi la synthèse à partir de la transcription automatique. Voilà. Okay. Donc ça peut être un gain de temps pour faire un arbitrage, pour savoir si ça peut être intéressant. Voilà. Pour la gestion inefficace de ces tâches, moi je trouve qu'on n'a pas inventé mieux qu'un outil de gestion de tâches qu'on peut gérer à titre personnel. Alors, quand on gère ces tâches de façon personnelle, moi mon chouchou c'est un outil qui s'appelle Todoist, que je trouve très simple à utiliser. tester. Même si vous avez des outils de gestion de tâches directement dans Google ou Microsoft, moi j'aime bien cet outil parce que l'application mobile elle fonctionne super bien. Si je vais sur Todoist et je dis remercier Orlène Chinon et envoyer un email lundi 3, ça me crée la tâche. Cette tâche elle apparaît dans mon agenda et aussi dans Todoist. Si je gère la tâche dans Todoist, elle disparaît dans mon agenda. Si je déplace la tâche dans mon agenda, elle est déplacée aussi dans Todoist. Si j'allonge la durée de la tâche dans Todoist, ça allonge la durée de la tâche dans l'agenda parce qu'en fait, le problème souvent dans la gestion des tâches, c'est que les tâches durent 15 minutes. Or, en fait, ça prend 2 heures à faire. Donc la bonne approche, c'est finalement que la durée de la tâche soit une durée approximative du temps que ça va vraiment prendre. Donc moi, j'aime bien cette petite outil. Voilà ma petite boîte à outils. Évidemment, il faut apprendre à se connaître au fur et à mesure pour essayer dans son outil de gestion de tâches d'avoir une approche qui permette de voir si c'est réel, si vous avez des réunions effectivement et des tâches, et si le tout fait plus de 10 heures, potentiellement on va avoir un problème sur la journée où vous risquez de partir un peu tard. Voilà, donc ça j'avais partagé un petit peu cette approche. Une autre approche que j'ai partagée aussi, que je fais énormément, c'est la gestion de ma vie par bloc de tâches, par bloc de temps. Okay, notamment le matin qui est consacré à ce que j'appelle le deep work, du nom d'un livre qui est assez fameux, et où on est dans cette zone de concentration. Et finalement, ma semaine n'est que la reproduction. Alors peut-être que vous allez dire que c'est pas sympa comme ça, mais c'est que de la routine. Voilà. Voilà. Je sais que je fais les mêmes choses au même moment. Et là, on a l'impression que je n'ai pas grand-chose, mais ça va se remplir, c'est pour ça. Il ne faut pas être trop optimiste, sinon on va se faire piéger. Alors j'ai présenté tout ça et beaucoup de gens m'ont remercié, mais ils m'ont dit, pour un certain nombre d'entre vous, ça ne marche pas. Voilà. Et en fait, la raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est la raison pour laquelle ça marche. C'est ça qui est terrible. C'est que c'est finalement à cause des personnes que ça ne marche pas. À cause des personnes qui font partie de votre entreprise, à cause des personnes avec qui vous interagissez
que ce soit des prestataires, des clients. En fait, j'ai une des personnes qui les a appelés les vampires. Voilà, j'ai eu ce nom. Et donc, on a identifié 3 vampires qui font tout voler en éclats. Il y a un vampire qui est assez costaud, c'est le premier, le manager. Donc il y a 3 vampires qui en fait aspirent le temps et aspirent l'énergie. Donc les managers, les collègues et les partenaires, clients et fournisseurs. Et pourquoi? Parce qu'ils viennent en fait faire complètement exploser notre organisation qu'on avait complètement bien pensé. Et donc, ils s'octroient le droit, n'est-ce pas, de venir comme ça, venir dans notre jardin et faire tout exploser. Okay. Donc, c'est des interruptions qui vont se passer au niveau des managers, au niveau des collègues, au niveau des partenaires. Alors, il y en a un qui est robuste. C'est le manager. Pourquoi? Parce que on peut difficilement lui dire non. En tout cas, il faut être assez habile. Et moi, à l'époque, quand j'étais salarié avec le manager au-dessus de moi, je n'avais pas forcément les clés. Hein. Le manager, on lui dit en général oui. Il faut être assez habile en négociation pour expliquer que ce sera non. Le problème du manager, c'est qu'il a des travers. Le premier, c'est qu'il a son insécurité. Il a eu un problème au niveau personnel, donc du coup, au niveau professionnel, il va faire ça en jaillir. Ou finalement, lui-même sent qu'il n'est pas assez productif. Allez hop, réunion d'équipe. Voilà, on va faire une petite réunion pour voir où est-ce qu'on en est, etc. Il faut qu'il s'occupe. Donc il doit gérer son insécurité. Il a aussi à transmettre la pression. Hop, on lui a transmis un peu de pression. Il prend tout d'abord, et après il se dit, bon, mais je ne vais pas garder ça quand même pour moi. Et donc il va libérer un petit peu, il va partager, parce que c'est important aussi de partager finalement. Hein, donc il va transmettre cette pression, et donc on est reparti pour des urgences, pour le fait de faire exploser tout l'agenda qui avait été prévu. Et puis, il a ce besoin de contrôle. Qu'est-ce qui se passe vraiment? On va parler de télétravail, c'est quoi cette chose-là? Est-ce que les collaborateurs travaillent vraiment? Voilà, j'ai parlé à telle personne, j'ai vu qu'elle m'a regardé bizarrement, je pense qu'en ce moment elle pense à autre chose, etc. Enfin, voilà. Donc tout ce qui se passe et qui va faire que le manager, il va mettre en place, comme les autres, un certain nombre d'intrusions qui vont faire voler en éclats l'organisation. Et finalement, alors que Orlan m'avait demandé de faire une présentation sur la technologie au service de la productivité et au service du bien-être des collaborateurs, en fait, on se rend compte que la technologie est plutôt source d'inconfort. Le ping-pong infini d'emails. Alors moi, je connaissais ça quand j'étais cadre. L'idée, c'est de répondre à un email juste en passant la patate chaude pour se dire, ça y est, je gagne un petit peu de temps, etc. Donc, tac, un petit ping-pong, on arrive à 30, 40 échanges. La tornade des messages instantanés, Teams. Teams est arrivé pour nous sauver. Ping, ping, ping dans tous les sens. Voilà. La cascade des notifications, donc ça sonne dans tous les sens, les mails, les notifications, la visio, etc. Autant de distractions. Statistiquement, pour se reconcentrer d'une distraction, il faut entre 20 et 30 minutes pour revenir à l'état de concentration auquel on était au départ. L'addiction au smartphone, l'extension de notre main, où il n'y a pas d'ailleurs que les notifications liées au boulot. Et puis la multimodalité de la communication. Aujourd'hui, si quelqu'un essaie de vous joindre au téléphone, s'il ne vous a pas eu, il sait qu'il y a au moins 3 ou 4 portes encore à essayer. Entre le WhatsApp, la visio, pourquoi pas un petit coup d'Instagram en DM, en fait tout ça, ça peut fonctionner. Et ce qui fait que finalement, cette technologie qui devait nous sauver, qui devait nous apporter de la productivité, nous apporte de l'inconfort, nous apporte de la charge mentale, nous apporte du stress. Du coup, j'étais embêté. Et c'est pour ça que j'ai passé cette semaine à essayer de me dire, mais qu'est-ce qu'on a mis en place chez Arwitech où c'est pas parfait et où j'ai l'impression quand même qu'on arrive à avoir du bien-être et également de la performance. Aujourd'hui, à Arwitech, on produit une valeur en chiffre d'affaires autour de 800 000 € pour 5 collaborateurs. Ça veut dire qu'on travaille beaucoup, on est capable d'apporter de la valeur. Et pourtant, au quotidien, moi, ce qui est important, c'est d'apporter du confort. Alors, peut-être que je me trompe complètement, mais j'ai échangé avec mes collaborateurs. Alors, peut-être que comme je suis le manager, ils n'ont pas mis le temps non plus. Mais j'ai l'impression qu'on a trouvé des choses. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, merci Orlan, parce que je me suis creusé la tête et j'ai essayé de voir 5 piliers qui me permettaient de comprendre ce qu'on a mis en place
pour véritablement que cette technologie soit un levier pour la productivité et le confort. Alors la grande découverte qui est sous-jacente par rapport à cela, c'est qu'en fait, il doit y avoir quelque chose qui est supérieur à la technologie, et c'est la culture d'entreprise. Voilà. Et c'est pour ça que ça marche chez Aritech, c'est qu'en fait, la culture d'entreprise est au-dessus de la technologie, et qu'on a en fait bâti, puisque c'est encore une petite structure, est-ce que c'est possible dans une structure plus établie, ce sera peut-être, il y a des gens qui disent non, ce sera peut-être un échange qu'on pourrait avoir, mais comme on est encore petit, on a encore cette possibilité de chérir cette culture d'entreprise et de la bâtir ensemble, de la façonner ensemble, de la modeler. Et j'ai identifié 5 piliers dans notre culture qui potentiellement sont des garde-fous pour que cette technologie, au lieu finalement de nous vampiriser avec des acteurs, puisse nous permettre d'avoir évidemment la performance, mais aussi le bien-être. Le premier point, c'est le fait de sanctuariser un temps personnel de concentration pour tous. Okay. Alors c'est un petit peu pompeux comme ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que avant 10 heures, normalement, alors c'est peut-être team asocial, mais avant 10 heures, normalement, on ne doit pas se parler. On respecte en fait le fait que tout le monde se mette en marche, que tout le monde soit en train de gagner sa journée. Vous savez, c'est ce dossier, ces premières étapes, ces enjeux, ces échéances qu'il faut gagner impérativement. Moi, à titre personnel, c'est avant 11 heures, puisque j'ai décidé de commencer à 9 heures, donc un peu plus tard. Donc j'ai besoin de ces 2 heures, de 9 heures à 11 heures. Comme je suis un peu geek, il n'est pas possible de m'envoyer de WhatsApp, puisque mon application, elle est off, elle ne s'allume pas. Pas possible de m'appeler. Si vous m'envoyez des rendez-vous à ce moment-là, en interne ou en externe, le rendez-vous est automatiquement refusé. Okay. Ça fonctionne aussi chez Microsoft. Alors je vous le montre chez Google. Donc chez Google, c'est quand vous créez un rendez-vous, maintenant vous avez ça, le moment de concentration. Okay. Et donc, vous voyez, c'est marqué ne pas déranger et refuser automatiquement les réunions. Donc, systématiquement, notamment en externe, quand les gens m'invitent, ils reçoivent automatiquement un refus. Oh. Alors, le deuxième point de la culture d'entreprise, qui est quand même clé, c'est prendre conscience que ma priorité n'est pas forcément celle de l'autre. Alors ça a beaucoup de conséquences. Déjà, il faut l'accepter en tant que manager, de se dire que ma priorité en tant que manager n'est pas la priorité aussi de la personne qui est dans mon équipe. Et il faut également le comprendre pour les personnes avec qui on interagit, avec les collègues et autres. Ça demande un peu de travail aussi, finalement, en termes d'organisation. Mais c'est aussi un état d'esprit. Au niveau d'Aritech, on a décidé de bien fonder la différence entre ce qu'on appelle le chat et le mail. Le chat, donc Teams, ou Google Chat, ou WhatsApp, donc c'est interdit dans notre structure, pour ne pas avoir énormément de canaux, on ne sait plus qui nous a écrit où, à notre sujet. Le chat, c'est un appel à l'aide. Alors, évidemment, on ne va pas complètement déshumaniser la relation, on peut se dire coucou, bonjour, comment tu vas? Mais le chat, on le voit comme un appel à l'aide, c'est-à-dire que je me dis, je suis dans une situation dans laquelle, si je n'arrive pas à avoir l'aide d'une personne de mon équipe, je suis embêté. C'est ça le chat pour nous. Okay. On va aller écrire dans un Teams pour cela. Versus le mail, qui est, j'ai un besoin, je formalise mon besoin et je l'envoie. Le chat, si je reçois un chat, moi, ben je comprends que potentiellement, il faut que j'arrête ce que je fais pour aider la personne. Et dans une situation d'urgence, entre guillemets. Alors que le mail, je comprends que j'ai un mail. Et ce mail, je vais pouvoir le traiter selon mes convenances, selon mes priorités. Ça a un autre impact. C'est que normalement, et on est encore une petite structure, le mot urgent doit disparaître.
les verbatim. On doit être dans une logique d'anticipation. Puisque si finalement on ne peut pas gérer via le chat et qu'on doit gérer via le mail, or un collaborateur, il consulte son mail 2 fois par jour, etc. Donc ça veut dire que je sais qu'il n'a pas vu mon message. Donc ça veut dire qu'on doit rentrer dans une structuration où on doit anticiper, on doit programmer le mieux possible. Et ça, c'est très important. Nous, on utilise un outil qui s'appelle ClickUp, mais vous ne le connaissez pas. Le plus connu, peut-être, le plus utilisé, c'est peut-être Asana, vous l'appelez comme vous voulez. Il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, un outil comme Notion qui est utilisé. Mais pourquoi je trouve que c'est intéressant ça, c'est que ça résout aussi, au niveau technologique, le besoin de contrôle du manager. Il sait que tout est dans cet outil. Donc, s'il vous dérange pour vous demander sur quoi tu travailles, il y a un problème, quelque part. C'est aussi le travail, finalement, des équipes de tout renseigner, d'avoir cette exhaustivité. Et le manager, finalement, qui est en recherche de contrôle, va pouvoir faire des filtres sur les personnes, va pouvoir voir si c'est collant, va pouvoir proposer un réaménagement. Et là, pour le coup, on est dans quelque chose, on est dans le collaboratif. Et ça a du sens. Le troisième point, et ça, c'est hyper important chez nous, c'est être ultra spécifique dans ma communication. Alors, ultra spécifique dans la forme, c'est-à-dire que je vais faire le choix entre le chat et le mail, en disant, je vais plutôt choisir le chat si c'est de l'urgence, le mail si c'est moins urgent, mais aussi dans le fond. Je parlais tout à l'heure du ping-pong ou des jeux de se renvoyer la patate chaude. On essaie de dire que c'est interdit chez nous. Mais du coup, on s'est dit comment réussir à faire que quelqu'un qui émette un message soit le plus spécifique possible dès le départ, pour éviter les malentendus. Parce qu'on s'est rendu compte, en tout cas moi je me suis rendu compte très rapidement, que des fois on est émetteur et on envoie une information, sauf que les récepteurs, ils comprennent complètement autre chose. Vous connaissez le fameux jeu du téléphone arabe. Nous, on a trouvé quelque chose qui est absolument redoutable en termes technologiques, c'est la communication asynchrone par vidéo. Okay. Donc nous, on utilise un outil qui s'appelle Loom. Loom Vidéo. Alors je vais essayer de trouver ça. Donc c'est L-O-O-M, Loom. Et en fait, quand je souhaite partager mes remarques sur un document ou sur un design ou sur, où je souhaite faire des remarques sur un email, etc., je vais pouvoir utiliser Loom. Il pourra y avoir ma tête en webcam, c'est sympa, mais je vais pouvoir montrer précisément ce que je souhaite. Voilà. Donc c'est précis, c'est ultra spécifique. Ça évite les allers-retours. Ça évite d'expliquer uniquement de façon textuelle. Donc par exemple, je vais pouvoir faire un retour pour dire voici comment on fait pour ajouter des utilisateurs sur YouTube. Voilà. Donc petit à petit, en fait, ce qui est assez magique, et c'est le point suivant, c'est qu'on va en fait avoir une vraie base de connaissances du savoir-faire de l'entreprise. Alors je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec cette approche. Moi, je reste persuadé que c'est peut-être le levier le plus incroyable qu'on a mis en place chez Arvitech. On est rentré dans quelque chose qui a demandé beaucoup d'efforts au départ, notamment à mon niveau, parce que j'ai dû produire beaucoup de contenu en termes de vidéos sur pas mal de choses. Qu'est-ce que ça veut dire être chez Arvitech en termes de valeur? Comment on communique? Est-ce qu'on envoie un email? Est-ce qu'on envoie un chat? Comment fonctionne cet outil? Et puis après, sur un métier, comment on fait telle tâche? Etc., 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 etc. Donc, je pense qu'on doit avoir potentiellement 2000, 3000, peut-être de 4000 vidéos, à la fois sur le savoir-être, sur les valeurs et sur les détails de chaque métier, tâche par tâche. Donc, ça a pris plusieurs années pour faire ça. Mais la beauté de la chose, c'est qu'aujourd'hui, quand j'ai quelqu'un qui vient sur un poste, cette personne hérite un contenu vidéo sur les valeurs, sur comment on utilise tout. Donc c'est une auto-formation. Et quand moi, j'échange avec cette personne qui arrive, on n'est pas sur la technique.
on n'est pas sur les valeurs. On va être là sur comprendre comment on va faire ce bout de chemin ensemble. On va aller sur ce qui ne peut pas être finalement décrit dans une vidéo. On va aller chercher ce lien plutôt que je vais te montrer comment on fait telle chose. Voilà. Donc c'est un gain de temps énorme. Ça permet aussi, quand on va faire appel à des prestataires, que finalement ce socle de connaissances est déjà disponible. Alors l'effet qui se coule, c'est quoi? C'est un petit peu le piège, hein, vous savez, la vie c'est de voir et de voir. Donc finalement, j'ai hérité de quelque chose qui me crée un confort quand j'arrive, parce que j'arrive avec une fiche métier, j'arrive avec des procédures, tout est bien expliqué sur les valeurs, etc. Mais moi, quand j'arrive, ben, j'hérite aussi de la responsabilité de la mise à jour de cette base documentaire sur les points qui me concernent. Voilà. Donc c'est un petit peu ça aujourd'hui la subtilité dans Armitech et comment nous on recrute, c'est qu'il y a toujours dans nos fiches de poste le fait d'avoir cette responsabilité sur la documentation. Voilà. Okay. Et l'idée c'est que la documentation vit au fur et à mesure de l'entreprise et ça permet aux personnes de pouvoir partir en congé quand ils le souhaitent. On n'y est pas encore, hein, parce que documenter ça prend beaucoup de temps, mais je vois vraiment l'effet. Quand on dit que quelqu'un sera backup, cette personne, a priori, n'aura pas à déranger, elle aura à faire appel aux ressources, elle ne pourra pas faire le travail aussi bien que les personnes, évidemment, mais on est quand même sur du 80%, c'est satisfaisant, on arrive à gérer les relations avec les clients et les fournisseurs et nos clients internes. Donc ça, c'est absolument passionnant. Et puis le dernier point que j'ai constaté qui nous permet vraiment d'aller tirer la performance, c'est que le levier d'innovation, on veut l'utiliser à la fois pour la performance et le bien-être des collaborateurs. Ça doit être un socle, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et sur ça, on doit encore progresser. Et ce qui est passionnant aujourd'hui avec la technologie, avec le tournant qu'on prend avec l'intelligence artificielle, c'est que finalement, à chaque fois qu'on ressent une frustration, potentiellement parce qu'on a des tâches qui sont répétitives, potentiellement parce qu'on voit qu'il y a dans la gestion de projet, je sais pas, des copier-coller, des choses qui n'ont pas de sens. Normalement, aujourd'hui, en 2023, la technologie peut venir à notre secours. Alors effectivement, ça demande quelquefois de faire appel à des prestataires, ça demande déjà peut-être de se documenter pour savoir que c'est possible, mais c'est possible. C'est possible. Juste pour partir dans un monde un petit peu du futur, je vais vous expliquer comment, par exemple, nous, aujourd'hui, on gère un appel à projet. Un appel à projet qu'on a remporté de la BPI, un appel à projet de 450 000 €, où il faut former 1500 entreprises et où j'ai décidé de ne pas recruter. La première chose qu'on fait, c'est que souvent dans les entreprises, on se rend compte qu'on échange beaucoup à l'oral des informations, et tout ça, c'est du traitement, il va falloir reprendre des notes. Ben, nous, l'usage que l'on a chez Armitech, c'est que dès qu'il y a des informations, c'est forcément du formulaire. Le formulaire, c'est un outil qui est absolument incroyable pour collecter de l'information et souvent faire le travail à l'autre personne. Donc nous, aujourd'hui, par exemple, sur ce projet, on va par exemple demander aux personnes de remplir un formulaire pour les personnes qui sont intéressées. Donc évidemment, il y a de la technologie derrière, mais une fois que c'est mis en place, c'est passionnant parce qu'on n'a plus rien à faire, on renvoie les gens et donc ils font le travail de renseigner les informations. Une fois qu'ils ont renseigné les informations, on va avoir un email automatique qui va partir. Donc, moi, j'ai fait le test juste avant de venir. Donc, j'ai reçu de Sylvie qui n'est pas en train de travailler, on est bien d'accord, elle est chez elle. J'ai reçu un email qui me confirme mon inscription avec toutes les variables du formulaire. Donc, ça fait un email, on a l'impression que c'est personnalisé, alors que pas du tout, c'est bien par rapport aux variables. On va utiliser avec Loom la possibilité, pourquoi pas, de présenter avec de l'humain, du contenu, mais je ne suis pas là, on va me voir en train de parler, bienvenue, etc. Ça me permet de créer cette relation humaine sans avoir à être mobilisé. Okay. Une fois que la personne aura renseigné ces informations, elle va entrer dans une base. Alors, comme on est en RGPD, je ne vous montre pas, je vous montre ça rapidement, mais je ferme rapidement mon fichier. Et dans cette base, ce qui va être magique, c'est qu'on a demandé à la personne son numéro SIRET, mais qu'on a fait un développement où à partir du SIRET, on va récupérer toutes les informations pour pouvoir envoyer un contrat à la personne.
un contrat qui soit envoyé de façon automatique, évidemment. Okay. Ce qui est génial avec cette solution, c'est qu'elle relance automatiquement la personne tant que cette personne n'a pas signé. Une fois que cette personne a signé, ça déclenche une autre automatisation où ça inscrit la personne automatiquement aux formations, donc pour la bonne session de formation grâce aux variables. Là où ça devient absolument passionnant, c'est que ce contenu de formation a déjà été enregistré. Okay. Bon, moi je vais délivrer cette formation, donc il y a une partie finalement où je vais délivrer cette formation, et une partie où il va y avoir un collaborateur qui va venir compléter dans les questions-réponses. Okay. Donc, vous voyez en fait que, effectivement, on a dû mobiliser au départ l'équipe, on a réfléchi en termes de technologie. Tout cela, moi, je l'ai conceptualisé. J'ai utilisé les Loom pour expliquer à l'équipe ce que j'avais en tête, pour qu'ils comprennent de façon spécifique ce que je voulais. Et après, on a mis en place cela, et aujourd'hui, je ne veux pas dire que c'est quasi automatique, mais on va dire que 80% des opérations sont automatisées. Là où c'est fort, c'est que comme cet appel à projet est en consortium et qu'on travaille avec des structures publiques, là finalement, on les a amenés aussi à cette vision de la performance. Avec des bouts, en leur expliquant exactement comment ils devraient gérer le projet pour éviter qu'on tombe dans cette réunionnite dans la gestion du consortium. Voilà. Donc ça, je suis conscient que ce n'est pas forcément à la portée de toutes les entreprises, qu'il faut potentiellement être accompagné, mais il faut savoir que c'est possible. Il faut savoir que c'est possible qu'un copier-coller d'une base à une autre, ce n'est pas nécessaire de le faire, que potentiellement ça va générer des erreurs, etc. Globalement, on peut pratiquement tout automatiser aujourd'hui. Alors nous, on utilise un outil qui s'appelle Zapier. Voilà, donc ici c'est tout ce qui tourne. Donc vous voyez, il y a des communications entre des fichiers Excel. Alors, je dis Excel pour Microsoft, donc ça s'appelle Google Sheets, c'est nous. Voilà, entre notre CRM automatiquement, les informations qui rentrent automatiquement dans le CRM, les inscriptions automatiques sur, voilà, ça c'est un contrat qui part. Quand tu reçois les informations et que le script a fonctionné, envoie automatiquement les contrats d'attestation sur le mur. Voilà. Donc, on a mis en place un certain nombre de procédures et d'automatisation qui nous permettent effectivement de gagner du temps aussi. Donc là, effectivement, pourquoi on a cette idée? C'était pas juste pour le plaisir de voir fonctionner la machine, c'était aussi que je me suis rendu compte que ça allait créer énormément de charge mentale, de stress sur une équipe qui réduite, et il fallait que l'innovation vienne au secours du manque de ressources que l'on a. Moi, j'ai une question. Ouais. Là, il y a majoritairement des profils RH. Ouais. Selon toi, lequel de ces outils permettrait de gérer, je dirais pas une entreprise, mais de gérer les sujets humains d'une entreprise en faisant le moins de tâches possible sans déshumaniser la... Alors, prenons un exemple, allons vraiment dans le concret. Prenons une tâche qui prend du temps aujourd'hui en tant que RH. Voilà, faisons ça. Donnez-moi une tâche qui potentiellement... La formation. La formation, c'est-à-dire la gestion administrative de la formation. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Parce que comme je suis vraiment néophyte, ça ne me parle pas. Déjà, la création des sessions, est-ce que les collaborateurs Ok. D'accord. Ok. Alors, imaginons qu'on ait à faire cette gestion automatique de personnes sur des formations. La première chose qu'il va falloir regarder, j'ai un peu perdu mon micro, la première chose qu'il va falloir regarder, c'est est-ce que l'outil qu'on utilise pour la formation est ouvert. En jargon, ça va s'appeler une API. Si cet outil a une API, normalement, un développeur, il a déjà le sourire comme ça. C'est-à-dire qu'il va pouvoir automatiser, il va pouvoir faire des choses qui sont différentes, ou du monde qui sont opposées, distinctes, communiquées. Finalement, quand on veut inscrire des personnes, on peut très bien leur donner le travail à faire. Si je parle d'un formulaire nom, prénom, pour éviter les erreurs, je peux même imaginer d'avoir une liste déroulante pour avoir déjà les noms et les prénoms. Il choisit la formation, la date, donc ça veut dire que ces informations, on peut les envoyer dans un fichier Excel ou un fichier Google Sheets.
Une fois qu'on a ces informations, on peut créer une automatisation en disant, maintenant que tu as ces informations, inscris ces personnes à la bonne session. C'est exactement ce dont tu parles là, c'est exactement ce qu'on fait dans ce Zapier là. Alors du coup, ça peut faire un peu peur, mais c'est ça qu'on fait. Là, on dit, la personne, elle s'est inscrite à telle condition, si ça répond à les conditions, inscrit la personne dans ces modules de formation. On n'a rien à faire, c'est automatisé. Voilà. Et donc la personne, là, on l'inscrit à 6 modules, 6 sessions de 2 heures de formation, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc c'est possible. Après, effectivement, sur ce dernier point, on est quelque part sur la nécessité, si on n'a pas les compétences, de faire appel à un prestataire. Mais finalement, le mot-clé qui doit vous rassurer, c'est dès lors qu'on parle d'API, de solutions ouvertes. Aujourd'hui, normalement, les solutions qui sont sur le marché les plus connues, a priori, on développe ces approches en termes d'API. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Je pense que c'est possible si l'outil de formation a cette logique d'API. Voilà, je ne sais pas s'il y a un autre exemple de tâche. Alors, on n'est pas forcément obligé d'aller aussi loin dans la technologie. Moi, je trouve que... je suis complètement perdu mon micro. Voilà. Moi, je trouve que l'approche de la vidéo, c'est de l'innovation et c'est pas extraordinaire. Mais quand je décide, par exemple, que par rapport à une personne qui est intéressée par mon entreprise, cette personne va déjà pouvoir voir un certain nombre de vidéos avec potentiellement le dirigeant qui prend la parole, le manager qui a pris la parole, c'est déjà enregistré. En termes d'expérience utilisateur, en termes de valorisation de la marque employeur, c'est absolument génial. Et pourtant, on n'a pas mobilisé quelqu'un, on a enregistré la vidéo une fois pour chacun et on fait simplement ce parcours pour montrer les bonnes vidéos aux bonnes personnes. Moi, je l'utilise pour mon acquisition client. Quand les gens sont intéressés par une formation d'Armtech, en fait, d'abord, ils ont une vidéo à regarder. Cette vidéo, c'est moi qui parle, qui explique un petit peu ce qu'est Armtech. Et finalement, quand on a la personne au téléphone, on arrive à diminuer le temps que l'on passe avec la personne parce qu'elle a déjà, en fait, compris qui on est et on va vraiment se focaliser cette fois-ci sur son projet. Voilà. Est-ce que ce format, on est en visio ou en vidéo interposée, dans les entreprises de chez nous, n'est pas à risque d'éloigner un peu le salarié du lien, en fait, surtout au démarrage. Toi, comment tu es salarié, est-ce qu'il faut être geek? Il faudrait leur parler. Alors moi je ne recrute que des personnes sur le savoir-être. Donc je n'ai absolument aucun geek. Enfin, en tout cas, tous ceux qui sont rentrés n'étaient pas geeks. Effectivement, aujourd'hui, ils font des automatisations des applis parce qu'ils ont regardé mes vidéos Loom. Donc, ils ne comprennent pas forcément ce qu'ils font dans le nom de la chose, et ils comprennent l'esprit général et ils arrivent à faire des automatisations. Donc moi, je n'ai pas de geek. Alors effectivement, ce que j'ai peut-être pas dit, c'est qu'à Armtech, on a quand même vraiment cette culture remote, à distance. On peut se voir, nos bureaux sont là, et vous comprenez bien que dans le on peut se voir, c'est qu'on peut aussi ne pas se voir. Donc je recrute des personnes qui sont à l'aise avec le distanciel, et moi la seule chose qui m'intéresse dans les personnes que je recrute, c'est est-ce qu'elles sont alignées par rapport à ma vision, et est-ce que ce sont des personnes qui vont être à l'aise avec le distanciel, qui vont être capables de bien vivre cela, et qui ont où je peux avoir cette confiance quelque part où elles vont réussir à s'organiser. Moi, je sais qu'à partir du moment où je commence à me dire, voilà, est-ce que tel collaborateur est bien en train de travailler, c'est mal. On a un souci. Pour le moment, je ne me suis jamais posé cette question. Alors, sur l'éloignement, moi, je pense qu'il faut faire la part des choses, c'est-à-dire utiliser le levier, notamment de la vidéo, pour se dire, là,
c'est une base de connaissances, c'est un levier pour apprendre un métier, c'est un levier pour partager des valeurs. Et quand on se voit sur autre chose. Voilà. Je vais vous prendre un exemple, ça va vous faire sourire, j'espère. Enfin, moi, je trouve ça assez fou. Donc, je viens recruter une personne. Je ne sais pas où elle habite, et j'ai l'impression qu'elle habite nulle part. Elle est vraiment digital nomade. Donc là, je vais payer le billet pour la recruter. Et la semaine prochaine, elle part au Canada, elle m'a dit qu'elle fait Costa Rica, Chili, Belize, etc. Et avant, elle fait toute l'Europe. Voilà. Elle n'a pas d'endroit où elle vit. Là, j'avais l'opportunité d'être avec elle. Eh bien, on ne s'est pas posé pour que je lui dise, voici comment on fait une publicité Meta-Ads, parce que c'est elle qui gère l'acquisition. Voici comment je veux que tu paramètres les liens sponsorisés sur Google. On s'est posé et je lui ai dit, et ton papa, il fait quoi? Ah, il est agriculteur, assez intéressant. C'est ça, ce moment qu'on a passé ensemble. Et sur le fond, apprendre à se connaître. Je lui ai posé la question de savoir combien de temps elle se projetait chez Arutech. Voilà. Qu'est-ce qui l'intéressait vraiment? Comme elle m'a dit qu'elle voulait être chef d'entreprise dans 7 ans, bah, du coup, je vais la faire travailler sur un projet de la création d'entreprise. Voilà. Donc, c'est ça qui est passionnant, c'est que finalement, l'idée, c'est pas de déshumaniser, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de façon structurelle avec ces métiers de la technologie pour utiliser le temps qu'on va passer ensemble sur ce qui fait vraiment du sens. Voilà. Je ne sais pas si. C'est une vision intéressante. Ouais.